Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage. On est ensemble à 18h et 22h sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons avec au sommaire de ce 30 mai cette question cruciale pour l'avenir de l'Ukraine. Faut-il l'autoriser à utiliser les armes occidentales pour frapper les sites de missiles sur le territoire russe? Oui, répondent Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'OTAN. Je pense que lorsque nous avons livré des armes à l'Ukraine, elles ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent aux Ukrainiens. Faut-il franchir cette nouvelle ligne rouge au risque de l'escalade? Comment défendre l'Ukraine et nos valeurs démocratiques sans entrer en guerre? Ce sera notre premier débat. Et puis, dans notre seconde partie d'émission, on se demandera ce que fait l'Europe en matière de lutte contre le terrorisme. 20 ans après les attentats de Madrid, bientôt 9 ans après les massacres du 13 novembre à Paris, les polices européennes partagent-elles mieux leurs informations? Les lois votées par le Parlement de Strasbourg nous protègent-elles plus efficacement? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, donc, la guerre en Ukraine avec un président Zelensky qui enchaîne les capitales européennes, Madrid, Bruxelles, Lisbonne, pour obtenir encore et toujours des armes. Cécile Sixou. Il veut des armes et un soutien financier. Volodymyr Zelensky, inlassable et déterminé, fait la tournée de ses alliés européens pour demander de l'aide militaire. À Madrid lundi, puis à Bruxelles et Lisbonne mardi, il a obtenu 1 milliard d'euros d'aide des Espagnols et 126 millions d'euros du Portugal. La Belgique s'était engagée à livrer 30 avions de combat F-16. La Suède a également promis 1,2 milliard d'euros. Il est très important pour les Ukrainiens que le monde ne se lasse pas, qu'il n'hésite pas, que les récits russes ne lui fassent pas croire aux mensonges que la Russie répand, que le monde comprenne qu'il ne peut pas se lasser de la guerre lancée par l'agresseur jusqu'à ce qu'il soit remis à sa place. Ne pas se lasser car la guerre continue sur le terrain. L'armée ukrainienne en difficulté sur les fronts nord-est demande depuis des mois de frapper en Russie les bases de tir avec des armes occidentales. Jusqu'à présent, la communauté internationale refusait, trop risqué de provoquer Moscou. Mais des frappes russes à Kharkiv la semaine dernière en toute impunité changent la donne. Emmanuel Macron ouvre désormais la porte à cette possibilité. Le sol ukrainien, oui, est attaqué, de fait, depuis des bases et qui sont en Russie. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes, et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? Même les États-Unis, qui ne voulaient absolument pas en entendre parler, changent de discours. Alors que la Russie a modifié la manière de conduire son agression, d'escalader dans la violence, nous nous sommes adaptés et ajustés et je suis convaincu que nous continuerons de le faire. Volodymyr Zelensky sera en France le 6 juin, invité aux commémorations du D-Day. L'occasion d'évoquer avec Emmanuel Macron l'aide de la France à l'Ukraine sur le front et notamment l'envoi d'instructeurs militaires français sur le terrain. Faut-il laisser l'Ukraine frapper en Russie, sur le territoire russe avec nos armes? On en débat avec Léo Perriat-Peigné. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chercheur armement et industrie de défense de l'Observatoire des conflits futurs à l'Institut français des relations internationales. Et votre livre, à paraître dans 2 semaines, Géopolitique de l'armement, c'est aux éditions du Cavalier Bleu. Ala Lazareva, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire Ukrainsky Tisden. David Rigoleros, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. Bonsoir. Heureux de vous retrouver sur ce plateau, éditorialiste politique. Alors, pour répondre à la question principale, la question centrale de notre débat, il faut commencer évidemment par faire le point de la situation sur le terrain. Léo Perriat-Peigné, quelle est la situation autour de Kharkiv? L'armée ukrainienne a-t-elle stoppé la progression russe? Donc ça fait 10 jours que les Russes attaquent donc par le nord, par-dessus la frontière qui avait été stabilisée après leur retrait il y a bientôt 2 ans. 1 an et demi plutôt. La progression a été relativement rapide au début, mais elle s'est très vite arrêtée parce que les Ukrainiens ont aussi déployé des renforts, quitte à affaiblir un petit peu le front du Donbass, à laisser les Russes progresser. Et en même temps, les Ukrainiens recevaient des munitions
de la part des Américains qui commencent à arriver en nombre et qui, on l'a vu comme assez vite, permettent d'arrêter assez fortement les actions russes qui, de toute manière, ont évolué. Ce n'est plus l'armée russe d'il y a 2 ans, c'est une armée qui est beaucoup plus basée sur l'infanterie et beaucoup moins sur les véhicules, ce qui fait que dès que vous disposez d'un peu d'artillerie explosive, vous pouvez relativement facilement, je dis bien, contrer ce genre d'assaut. Ala Lazareva, qu'est-ce qui se passe? Alors les Russes annoncent 300 km² repris. Je ne sais pas si les chiffres sont justes, mais qu'est-ce qui se passe dans ces territoires? Est-ce qu'il y avait encore beaucoup de civils? Qu'est-ce qui leur arrive? En fait, il y a les civils, oui, qu'on essaie d'évacuer au fur et à mesure, tant que c'est possible. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est souvent les gens, les vieux, qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas de famille ou qui ne veulent pas quitter leur petit potager, leurs chèvres, leurs chiens, leurs vaches. Voilà, donc c'est compliqué à les faire partir. Mais bon, voilà, donc il y en a très peu de monde. Sinon, la région de Kharkiv reçoit beaucoup de déplacés internes. Et aussi la capitale. Je sais que nous avons fait, par exemple, le reportage récemment sur l'arrivée des déplacés venus de Volchansk, de tous ces villes. Donc de cette région qui sont allés jusqu'à Kiev, c'est ça? Oui. Donc de Volchansk, de toutes ces petites villes qui sont attaquées, farouchement attaquées par la Russie. Ouais. Et on rappelle que Kharkiv, on l'a déjà dit sur ce plateau, mais c'est l'une des plus grandes villes ukrainiennes, la deuxième? Tout à fait, oui. C'est la deuxième, c'est aussi l'ancienne capitale. Elle était très peu de temps capitale, mais quand même c'est une grande ville industrielle. Et aussi la ville des universités, des étudiants. Donc c'était une très belle ville aussi, pleine de fleurs, la capitale des roses. Donc c'est ce que devient maintenant, c'est dur à voir. Mais les gens sont très courageux. Notre correspondant nous a fait un papier en disant que notre ville ressemble à un petit chien un peu fatigué mais fidèle. Donc voilà, il est en français disponible, donc on peut le lire. Sur votre site Ukrainsky Tizden. David Rigoleros, est-ce que cette percée autour de Kharkiv, elle a révéler des lacunes dans le système de défense ukrainien et donc ça pourrait, peut-être j'émets des hypothèses qui sont à côté de la plaque, mais ça pourrait pousser l'armée russe à rééditer ce qui s'est passé dans d'autres parties du front. Il y a eu des tensions au sein de l'établissement militaire ukrainien, notamment sur le fait que les lignes de défense n'étaient pas optimales, que ça avait donné lieu justement à des possibilités pour les Russes d'enfoncer un coin. Bon, c'est un débat interne, effectivement. Il y a eu un limogeage, d'ailleurs, d'un commandant régional, pour qu'il soit remplacé par quelqu'un de plus idoine, on va dire, pour faire face à la situation, qui n'est pas bonne, effectivement. Elle n'est pas bonne, et elle est d'autant plus mauvaise qu'il y a un étirement du front, et c'est là-dessus que comptent les Russes. Oui, parce que l'Ukraine a du mal à mobiliser, elle a et du donc mal plus le front s'étire, plus c'est difficile de le défendre. Il y a un problème de mobilisation en termes de ressources humaines, et c'est un peu le jeu de la Russie, effectivement, dont l'armée s'est restructurée. C'est plus du tout, comme le disait tout à l'heure mon collègue, c'est vrai que c'est une armée qui a repris un certain nombre d'atouts, enfin qui a retrouvé un certain nombre d'atouts et qui permet une forme d'épuisement des Ukrainiens, à la fois en termes opérationnels et en termes de morale. Et effectivement, la cible de Kharkiv a une valeur symbolique parce que elle avait fait l'objet elle avait été défendue héroïquement, et là, il y a une nouvelle pression sur la ville. Alors évidemment, il y a le débat de savoir est-ce que les Russes veulent prendre Kharkiv. Ils ne peuvent pas prendre Kharkiv comme ça. C'est trop gros. C'est trop gros, mais en revanche, c'est incontestablement une pression supplémentaire sur les capacités. Oui, c'est ça, la dimension capacitaire militaire ukrainienne. Ouais. Sur la mobilisation, le manque de ressources humaines, comme le dit David Rigoleros, j'ai lu deux informations assez contradictoires. D'un côté, des gens qui se portent volontaires pour aller soutenir l'armée, et puis de l'autre, ceux qui essayent d'échapper à l'enrôlement. Les deux peuvent cohabiter d'ailleurs. C'est exact, les deux cohabitent parce que ça dépend des gens. En fait, nous sommes quand même une grande nation dans le sens des quantités, donc on est 50 millions dans le monde entier, et je pense qu'une trentaine de millions en Ukraine, donc il y a de tout. Et effectivement, quand la loi de mobilisation est rentrée en vigueur, c'est le 18 mai, il y avait une grande partie des gens qui sont enregistrés comme c'était demandé dans les listes de l'armée. Et à tel point, il y avait tant de gens que même le système était bloqué. Donc il y a tas de gens qui cherchaient à rénover. Le système informatique a saturé, c'est ça? Voilà, le système était saturé. Tout le monde était paniqué parce qu'en disant que comment je fais, il y a peu de temps. Donc c'est pour mettre à jour. Il y a les
les files d'attente énormes pour les commissions de recrutement aussi, parce que tout le monde est invité de mettre à jour les données assez rapidement. Mon cousin, il est allé à 7 h du matin. Il était déjà 950e, je pense. Il a passé tard le soir. Voilà, et donc il est pour s'inscrire. Pour renouveler les informations sur lui. D'accord. Il a fait l'armée dans le passé, et donc c'est juste pour faire partie des réserves. Donc ça vous semble être plus important que ceux qui cherchent à échapper à l'enrôlement? Écoutez, il y avait plus que 1 million de personnes en 3 premiers jours. Après, il faut dire la vérité que les gens qui cherchent à échapper, cherchent à partir, ça existe aussi. Je ne vais pas le cacher et inventer que ce n'est pas le cas. Évidemment. On l'a vu dans notre reportage d'ouverture, Volodymyr Zelensky qui a repris son bâton de pèlerin avec une tournée dans plusieurs capitales européennes pour évidemment demander des armes. Et à son retour à Kiev, il a reçu une bonne nouvelle venue de Suède. Nous faisons de notre mieux pour rendre notre défense aérienne plus efficace. Et la Suède fournit à l'Ukraine des avions radars de surveillance, des véhicules blindés et des obus sont également inclus. La valeur de ce paquet s'élève à 1,2 milliard d'euros. Merci Suède. Vous êtes l'un de nos partenaires les plus respectueux de nos principes et grâce à la Suède, des milliers de vies ont déjà été sauvées en Ukraine. Pourquoi cette décision suédoise est-elle importante? Expliquez-nous. Alors, les Suédois s'acheminaient doucement mais sûrement vers la fourniture d'avions de combat. Ça leur a été déconseillé par la plupart des alliés qui disent que pour un système aussi complexe, il faut mieux se concentrer sur un seul type de système, à savoir les F-16, que la plupart des pays d'Europe ont pu fournir. Mais parce que c'était pas des F-16 qu'ils étaient prêts à... Voilà, ils en ont pas. Bon, ils auraient donné leur propre système qui sont des Gripen, qui sont un peu différents. Donc ils veulent mieux se concentrer sur un seul type de système pour des questions de formation, pour des questions de maintenance. Bien compris. À côté de ça, ils vont pouvoir fournir une capacité que personne n'a fournie en direct jusque-là, puisque jusque-là, on leur fournissait des informations et des renseignements par nos propres moyens, mais donc qui sont des avions, des liners civils, des petits liners civils avec un radar monté sur le dos, qui leur permet, en volant, en fait, de récolter un grand nombre d'informations qui vont aider soit au ciblage directement, soit à l'interception, et qui vont donner, en fait, des yeux directement aux Ukrainiens, qui sont d'une grande valeur. D'autant qu'on est sur des systèmes assez modernes, ça tranche un peu avec tout ce qui a pu être donné jusque-là, qui souvent était quand même un peu ancien, puisqu'ils sont, il me semble, je crois, qu'ils sont tirés directement de l'inventaire de l'armée de l'air suédoise. Donc ces systèmes sont encore en production, donc c'est vraiment un bel effort. Et donc c'est vraiment une décision, un moment important dans cette période de la guerre. Alors, on va lister d'autres décisions annoncées. Merci de game changer ou tournant, parce que voilà, à force de voir des tournants partout, c'est un rond-point cette guerre. Bah oui, évidemment. Mais ça peut être très utile. Et ça sera le bienvenu parce que ça donnera des capacités en propre beaucoup plus rapides aux Ukrainiens. Je voudrais qu'on parle des avions F-16, David Rigoleros, parce que si je me souviens bien, c'était l'été dernier, mois d'août ou quelque chose comme ça, on avait les Pays-Bas, le Danemark qui promettaient des avions F-16. Alors on en est où? Il faut former les pilotes, c'est très long, comment ça se passe? C'est compliqué parce que les F-16, ça demande un écosystème en fait, technologique avec une surveillance du ciel qui ne peut pas être ukrainienne, qui est forcément otanienne. Donc... Et là, ça engage beaucoup de choses. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a eu des retards à l'allumage, si j'ose dire, sur cette problématique des avions, du F-16. C'est un cran supplémentaire dans l'engagement de l'OTAN dans la guerre. Quoi. Plus la surveillance, enfin, plus l'écosystème que ça implique que l'avion lui-même, en fait. Et donc, parce que là, c'est un engagement implicite, d'une certaine manière, de l'OTAN. Enfin, c'est comme ça que ça peut être pris par les Russes, en tout cas, clairement. Donc, et on retrouve la question des lignes rouges, des réticences, qui sont notamment sur les armes de longue portée, qui est aujourd'hui d'actualité, immédiate, parce que c'est toujours le problème du caveat, c'est-à-dire à quel moment on lève la limite, l'interdit. Et donc c'est un débat effectivement qui est récurrent, d'autant plus que les lignes rouges ont sauté les unes après les autres, évidemment. Justement, ce débat, vous m'offrez la transition. L'Ukraine peut-elle utiliser les armes livrées par les Occidentaux, les Américains, les Français, les Britanniques, etc., pour frapper des cibles militaires en Russie, sur le sol russe? Oui, a affirmé Emmanuel Macron, c'était mardi lors de sa visite d'État en Allemagne. Même son de cloche, c'est le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. On l'écoute. Je pense que lorsque nous avons livré des armes à l'Ukraine, elles ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent aux Ukrainiens.
C'est pourquoi certains alliés ont levé les restrictions permettant aux Ukrainiens de mieux se défendre. Et je pense que le moment est venu d'envisager également la levée de toutes les restrictions pour aider à l'autodéfense dans les limites du droit international. Voilà, et on n'a pas remis l'extrait d'Emmanuel Macron avec Olaf Scholz à ses côtés mardi, on l'a vu dans notre sujet d'ouverture. Léo Péria-Peigné, il monte quoi? Il monte une carte, il monte des sites. De quel site on parle quand on imagine utiliser ces armes qu'on a livrées, des armes donc longue portée, nous disait David Regleros, pour frapper en Russie? À l'instant T, il faut voir deux choses. D'abord, les Ukrainiens ont plus d'armes à longue portée puisque les livraisons américaines ont repris. Ce qu'ont livré les Français, les Britanniques et les Italiens, c'est pas négligeable, mais ça reste relativement mineur par rapport aux livraisons notamment d'attaques MS qui sont des missiles sol-sol à longue portée. Et de notre côté, en même temps que les Ukrainiens ont plus de ces armes, il y a l'offensive des Russes qui commence tout en gardant tout leur appui-feu et tout leur échelon de soutien bien à l'abri derrière la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Ce qui leur permet d'avancer en étant relativement tranquilles. Maintenant, je ne pense pas que les Ukrainiens se privent d'utiliser leurs propres armes et quelques-unes qui ne sont pas forcément trop traçables, comme les munitions simples de part et d'autre de la frontière. Néanmoins, pour frapper efficacement non seulement les échelons des troupes qui sont engagées, mais aussi les potentiels regroupements de troupes pour attaquer d'autres points de la frontière, notamment autour de Soumy, donc dans la logique des Russes de détendre le front et d'épuiser les réserves ukrainiennes, ils ont besoin de ces armes-là pour maintenir un feu important et éviter d'autres attaques, et éviter donc cette extension du front. Donc ça veut dire quoi? Juste pour bien comprendre, c'est pas uniquement les sites d'où partent, parce que là, le point de départ, mais on entendait l'argument américain, c'est de dire, avec ce qui s'est passé à Kharkiv, de nombreux civils tués, c'est un cran supplémentaire franchi par les Russes, donc il faut qu'on fasse quelque chose. En gros, que disent les Américains aujourd'hui, sachant que ça évolue vraiment de jour en jour, c'est assez rapide. Ils disent, les Ukrainiens doivent pouvoir utiliser leurs armes pour éliminer les armes qui les menacent. Donc c'est-à-dire que si ils détectent une batterie de missiles mobiles qui leur tire dessus à un instant T, ils peuvent riposter, ils peuvent la détruire. Mais ça veut dire qu'ils gardent quand même le holà sur ce que les Ukrainiens font quand même depuis 6 mois, à savoir attaquer les raffineries, attaquer des bases aériennes plus loin, où là les Ukrainiens le font avec leur propre système. Maintenant, à cette évolution, il semblerait quand même que les Britanniques ont donné leur accord de manière officieuse il y a un certain temps, sachant que les Ukrainiens ont quand même besoin des opérateurs occidentaux pour le ciblage avec les armes à longue portée. Ça, c'est intéressant, on en parlera aussi. Voilà, c'est dans ce cadre-là que c'est important en fait, parce que je pense que si les Ukrainiens ont envie de tirer au César de côté de la frontière, il n'y a pas grand monde qui va les en empêcher parce qu'on ne saura pas en fait. Le César, c'est une arme qui a été livrée par les Français. Voilà. Bon. Vous vouliez intervenir Oui, simplement, c'est les conséquences que ça peut avoir de donner cette possibilité, parce que c'est donc, on n'est pas co-belligérant, mais on est derrière, on dit vous pouvez utiliser nos armes. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur les économies justement des pays qui aident, Suède, France, etc. On imagine que ça va demander de plus en plus d'armes, comme si on devait, et d'ailleurs Macron le dit, rentrer dans une économie de guerre. Est-ce qu'on est prêt à ça? Parce que plus on propose, plus il y aura de la demande, plus on imagine, on va dire, il y a des cas où vous pourrez utiliser, donc plus il va falloir fournir. Donc ça aura forcément des incidences sur nos propres vraie question, capacités. David Rigoleros, est-ce qu'on peut suivre quoi? Ça en a déjà, d'une certaine manière. Mais là, on monte. Oui, on monte. C'est tout le programme de Thierry Breton au niveau européen, effectivement, sur les munitions, et puis il y a un réinvestissement au sens propre du terme. Thierry Breton, je le rappelle, commissaire européen au marché intérieur. Mais qui gère justement la problématique des fournitures d'armes pour l'Ukraine. Et on a vu qu'il y avait des retards considérables justement dans la fourniture, notamment des obus, etc. Il y avait un délai en fait entre la décision qui était prise et puis la livraison sur le terrain. Or les Ukrainiens, eux, ils peuvent pas se permettre d'attendre en fait. Donc oui, en termes économiques, ça a un impact effectivement parce qu'en plus ça impliquera des choix en interne, des arbitrages à partir du moment où en plus il y a des contraintes budgétaires, évidemment. On voit bien à quel point, prendre le cas français, ça peut avoir une incidence immédiate. Notamment avec la question de la dette, etc. Il y a des arbitrages qui impliqueront effectivement des priorités à partir du moment où on considère que ça renvoie à ce qui relèverait des intérêts vitaux pour la sécurité européenne. Et donc il y a une dimension pédagogique aussi vis-à-vis des populations par rapport à un éventuel épuisement du soutien, on va dire, des opinions publiques. Alla Lazareva, comment les Ukrainiens ont réagi en entendant les propos d'Emmanuel Macron en Allemagne mardi?
Macron, c'est notre héros national, donc on l'adore en Ukraine. On dit que comme il ne peut pas être élu au 3e terme, il peut se présenter en Ukraine. Il aura le soutien. Vous entendez ça vraiment dans les rues? Oui. Sur le mode un peu humoristique, évidemment. Bien entendu, oui. toute proportion gardée. Mais sinon, on est très reconnaissant pour le soutien que nous accorde la France actuellement. Mais ça veut dire quoi? C'était pas le cas dès le début. Hein. Oui, évidemment, mais vous avez raison de le rappeler. Vous avez raison de le rappeler, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le classement, en quelque sorte, des soutiens à l'Ukraine, en ce moment, la France est très haut, quoi, c'est ça? C'est exact. Parce que ça évolue souvent, mais là, en ce moment, on est très haut. Actuellement, oui. Actuellement, je pense que parmi les meilleurs, oui, à côté de la Suède. Voilà, c'est ça. Dans le classement. Oui. Et sinon, en fait... Les Anglais. Oui, les Anglais, bien sûr, bien entendu. Ouais. Et les Anglais, ça a été beaucoup plus cohérent, tôt et cohérent. Oui, voilà. et dès le début, assez égal. Oui. Mais à savoir qu'on voit bien que M. Macron a compris en fait les besoins sécuritaires, pas seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe. Parce que ce qu'il souligne souvent, que la distance entre... Je pense qu'il prend l'exemple Strasbourg et Lviv, c'est 3 heures de l'avion, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est les problèmes européens, pas seulement ukrainiens. Et effectivement, si on ne livre pas l'arme à l'Ukraine et si l'Ukraine n'est pas en capacité de se défendre et elle tombe, bon, c'est que la Russie va avancer et la guerre va continuer en plus grande ampleur parce qu'ils ne vont pas s'arrêter les Russes si on ne les arrête pas. On attendait évidemment la réaction de Vladimir Poutine. Colère froide. Les représentants des pays de l'OTAN, notamment en Europe et notamment dans les petits pays, doivent savoir à quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir en tant que pays doté de petits territoires densément peuplés. Et c'est un facteur qu'ils devraient garder à l'esprit avant de parler d'une attaque sur le territoire russe. En général, cette escalade montante peut entraîner de graves conséquences. Petit pays, petit territoire densément peuplé, David Rigoleros, est-ce que la France doit se sentir directement concernée? Parce que c'est après les propos d'Emmanuel Macron. Donc oui, mais c'est là, clairement, c'est quand même les pays baltes qui sont... plutôt les pays c'est un avertissement pour des pays membres de l'OTAN, mais qui sont tout petits. Et là, il y a le passif, évidemment, de la liquidation de l'Union soviétique en 1991. Je rappelle la formule de Vladimir Poutine, c'était la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et ceux qui avaient commencé, justement, le processus d'éclatement, c'était précisément les pays baltes. Et ils ont évidemment, ils sont le fer de lance, ils sont au premier rang. Et donc, c'est eux qui poussent, très souvent, justement, aux livraisons d'armes, etc. Et c'est les plus proactifs, parce qu'ils se sentent les plus menacés, en fait. Et ils le sont d'autant plus qu'il y a la question des minorités russophones, la proximité de la frontière avec Kaliningrad, etc. Donc, tout ça, effectivement, est particulièrement sensible. C'est pour ça qu'il appuie là où ça fait mal, pour tester et voir un peu comment ça va être perçu au niveau des Occidentaux et de l'OTAN en particulier. On a évoqué les États-Unis, je veux bien qu'on y revienne, parce que pour l'instant, les États-Unis disent non. Ou disent oui mais, c'est ça? Encore une fois, ça change tous les jours. C'est vraiment. Mais ça change tous les jours. Dans la même direction, c'est-à-dire dans la direction d'une autorisation d'utiliser les armes? Oui, très clairement, les Russes, les Américains sont quand même beaucoup plus mi-figue, mi-raisin qu'il y a encore 6 mois. Encore une fois, parce que vous avez ce besoin opérationnel et cette relative profusion de matériel. Pour revenir sur votre question sur la production, des attaques MS, donc des missiles sol à longue portée, les Américains n'en produisent plus, ils sont plus en production, ils sont en train d'être remplacés, et les Américains en ont plus d'1 millier, je crois 1500, qui attendent le démantèlement, en fait. Donc ça peut être une puissance de feu colossale, et on voit au vu des frappes, ça fait 10 jours que toutes les nuits il y a des frappes sur les bases russes de Crimée et des territoires occupés, on voit que les Américains en ont livré un certain nombre assez conséquent qui permet aux Ukrainiens d'être un peu plus prolixes dans leur utilisation. Le fait de frapper des sites militaires russes sur le territoire russe, Léo Periapeni disait tout à l'heure, ça arrive régulièrement. Et ça arrive peut-être aussi avec des armes occidentales sans le dire, c'est ça? Ça, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas à manette, donc ce n'est pas moi qui appuie le bouton. Donc... Ah bon? Hélas, j'aimerais bien, mais hélas. Alors, ça peut arriver sans doute. Est-ce que les journalistes enquêtent là-dessus en Ukraine, ou est-ce que c'est un peu tabou? Vous voyez ce que je veux dire? On est un pays en guerre, donc on ne va pas aller fureter sur ces thèmes-là, dans ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on enquête sur les questions? Est-ce que quel type d'arme était utilisé pour tirer sur les cibles en Russie? Moi, je n'ai pas vu les enquêtes pareilles, mais je pense que pour notre presse, ce n'est pas prioritaire de savoir ça. C'est ce qu'on veut savoir, qu'on a bien visé.
et que les cibles étaient bien atteintes. Ça nous intéresse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas juste se présenter les désirs comme la réalité? Si c'est détruit, qu'est-ce que nous apporte comme un peu plus de tranquillité? Donc nous, on est plutôt là. Le terme ligne rouge, on l'a employé déjà plusieurs fois. Aujourd'hui, dans les jours précédents sur ce plateau, David Rigoleros, donc le fait d'autoriser l'Ukraine à utiliser ses armes occidentales pour frapper des cibles sur le territoire russe, c'est une ligne rouge, très clairement? C'est une ligne rouge parce qu'en réalité, il y a un risque d'élargissement de la cible. Ça dépend de ce qui est visé. Théoriquement, dans la déclaration du président français, par exemple, c'est de viser les points de départ des missiles russes, l'endroit d'où ils sont lancés. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça et que ça peut être sur des bases où il y a d'autres systèmes, des systèmes de radar, etc. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce, qui rentrent dans le cadre de la dissuasion nucléaire. Et c'est là où c'est très problématique, parce qu'on change de registre, en fait. Donc, vous visez théoriquement une cible spécifique, à savoir un lance-missile, enfin un lanceur, mais il est sur une base, sur un site très sensible, où par ailleurs, il y a effectivement des systèmes radars antiaériens qui sont d'alerte précoce et qui rentrent dans le cadre de la dissuasion nucléaire. C'est là-dessus que jouent les Russes, d'ailleurs, quand ils s'adressent aux Américains. D'où les hésitations des Américains. Et ça explique l'ambiguïté, même s'il y a une évolution du discours là-dessus. Alors, Émilie, vous... Allez-y, vous voulez intervenir. Juste éventuellement très brièvement, mais il faut aussi voir qu'une partie des munitions qui notamment ont fait les massacres de la semaine dernière sont des bombes planantes. Elles sont tirées par avion. Donc, tirer sur les zones de départ, comme on vient de le dire, c'est tirer sur les aéroports stratégiques. Et en ça... Bon, et dans ces aéroports stratégiques, il y a aussi des bases nucléaires parfois? Pas toujours. Pas toujours. Je ne suis pas un expert du nucléaire, donc D'accord, ok, donc on n'avance pas là-dessus. Il y a des radars, des systèmes d'alerte. Les Ukrainiens ne se privent pas non plus de frapper ces bases-là avec leur propre système. Enfin, c'est aussi en ça qu'ils sont on y revient. Ça leur rendra la vie plus facile de le faire avec des armes faites pour ça. Bon, on est tous en train de se poser la question qui n'est pas nouvelle. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on se la pose. Comment réagir face à Vladimir Poutine? C'est là-dessus que Nicolas Sarkozy s'est aussi exprimé dans une interview au Figaro hier, et vous avez choisi de décortiquer cette interview. Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien président a de gros doutes sur la façon de faire d'Emmanuel Macron, et notamment sur cette idée d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Alors, c'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy émet ce type de critique. D'ailleurs, on peut remarquer sa constance, parce que en août dernier, c'était toujours dans le quotidien Le Figaro, il faisait mot pour mot les mêmes constats et remarques à l'encontre de l'actuel président de la République et de sa façon de montrer les muscles vis-à-vis de la Russie. Une interview qui avait alors fait polémique, parce que beaucoup considéraient cette position pro-Poutine comme honteuse. Alors il faut préciser, pour bien lire entre les lignes, que Nicolas Sarkozy est toujours sous le coup d'une enquête du parquet national financier lancée en 2021 pour de possibles trafics d'influence avec la Russie. Alors on revient dans le détail de son interview. Que reproche-t-il à la stratégie d'Emmanuel Macron? Je le cite, « Je ne peux me résoudre à voir le pays de Tolstoï et celui de Balzac entrer en guerre », affirme Sarkozy en interrogeant « A-t-on seulement réfléchi aux conséquences ?» Pour l'ancien président, l'idée d'une escalade guerrière est contre-productive. Il s'agit maintenant, selon lui, de discuter sérieusement pour trouver les conditions d'un rapport apaisé entre la Russie et ses voisins. Pour lui, être fort avec Poutine, ça n'a pas tout à fait le même sens que pour Macron. Chez Macron, c'est attaquer, image à l'appui. Pour Sarkozy, c'est plutôt prendre le risque de négocier directement et fermement avec Poutine. Alors, il faut dire que cette piste des négociations, elle a été présente, elle a été sur la table il y a un moment chez Macron. Le 7 février 2022, donc avant l'invasion, on l'avait vu sur cette grande table en face de Poutine. 4 jours avant l'invasion, il avait essayé par téléphone de convaincre Poutine. Ça avait été filmé et retransmis dans un documentaire plus tard. On voyait ces discussions qui avaient été à leur veine puisque l'attaque a eu lieu. Mais c'est plus du tout d'actualité pour Macron qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vient avec le chancelier allemand de franchir ce nouveau cap militaire avec l'idée d'autoriser pour la première fois Kiev à utiliser des missiles français pour frapper des cibles militaires sur le territoire russe. Il était à côté de Scholz, mais c'est pas la position allemande. C'était sa décision et c'est pas totalement la position allemande. Pour être précis, on est bien d'accord. Nicolas Sarkozy qui affiche aussi d'autres points de désaccord avec Emmanuel Macron. Oui, autre désaccord, c'est sur l'élargissement de l'Europe à l'Ukraine, son entrée dans l'OTAN. Pour Sarkozy, l'Ukraine est, je le cite à nouveau, un pont entre le monde slave et l'Europe avec, je cite toujours, une dizaine de millions de russophones
sur place. De toute façon, pour lui, l'entrée dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, ça ne résoudrait pas les problèmes actuels du pays avec la Russie. Lui, il veut privilégier la piste de garantie ou d'engagements internationaux très puissants, et même chose côté européen, pas d'adhésion, mais un partenariat fort vis-à-vis de l'Europe. À noter alors que cette fois-ci, peu de voix s'élèvent, en tout cas pour le moment, contre cette position pro-Poutine, qui avait donc pourtant provoqué un tollé l'été dernier. Est-ce que c'est le signe que les temps changent ? En tout cas, les velléités guerrières de notre président font peur aux Français. 76% d'entre eux sont contre un envoi des troupes au sol. Et utiliser un temps comme produit phare de la campagne européenne, on peut dire que ce sujet n'a pas rapporté beaucoup de voix supplémentaires à la liste Renaissance. On verra le 9 juin, mais en tout cas, c'est ce que nous prédisent pour l'instant les instituts de sondage. Alla Lazareva, la crainte principale des Ukrainiens et du président Zelensky, c'est quoi ? C'est la lassitude des alliés, que voilà, plus la guerre dure, plus cette lassitude grandit ? Peut-être ça, et aussi que finalement les voix comme celle de Sarkozy peuvent influencer la position officielle des chanceliers, des chancelleries occidentales. Et ça, c'est un risque qui existe, qui est réel. Je pense que c'est ça. Parce que c'est même pas seulement la lassitude, mais c'est le fait que... comment vous expliquer ? Les Occidentaux, souvent, voient les Russes, ils les jugent... en comparant à eux-mêmes. Donc ils pensent qu'ils sont aussi rationnels, aussi logiques, aussi conséquents que les Occidentaux. Alors ce n'est pas du tout le cas. En fait, pour Poutine, pour trouver le prétexte pour frapper je ne sais pas quelle capitale, je ne veux pas porter malheur, mais n'importe laquelle, il ne faut pas faire une telle ou telle démarche, annoncer telle ou telle politique. Il peut vous déclarer fasciste, nazi, ce que vous voulez, sans que vous l'êtes, juste parce qu'il a trouvé le prétexte, ou même inventé complètement. Donc, toutes ces lignes rouges, c'est plus pour les gens honnêtes, mais Poutine n'est pas un homme honnête. David Rigoleros, je reprends ce que nous dit la Lazareva, on a une grille de lecture dépassée, obsolète, caduque quand on réfléchit à Vladimir Poutine. C'est toujours le problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'on projette évidemment son propre fonctionnement sur l'autre. C'est pour ça que c'est toujours compliqué. C'est compliqué parce qu'il a évolué aussi. Ouais, on pourrait dire... Le Poutine qui arrive au pouvoir il y a 20 ans, évidemment, et celui d'aujourd'hui est plus exactement le même. Il n'est plus exactement le même, mais il y a une certaine constance quand même, en termes de gouvernance, on va dire. Donc là-dessus, il n'y a pas franchement d'évolution à partir du moment... D'ailleurs, on le voit quand on rappelle les guerres qui ont été initiées, comme en Tchétchénie, par exemple, qui lui a permis d'accéder au pouvoir. On était au début des années 2000. Donc il n'y a pas un changement de logiciel, on va dire. Non, simplement... Un changement d'affichage, quoi. Probablement, oui, probablement. Et d'ailleurs, on le voit avec quelqu'un comme Medvedev. C'était moins direct, quoi. Comme Medvedev, qui a été président, qui passait pour un libéral, et puis qui aujourd'hui est le parangon du radicalisme slave. Donc c'est voilà. Donc non, simplement, effectivement, il faut se garder de projeter ses propres représentations. Donc ça demande de garder la tête froide en sachant que c'est quand même un joueur d'échecs. Il y a une rationalité quand même. C'est pas un joueur d'échecs. Et on le voit d'ailleurs. On le voit quand même avec la grammaire la grammaire nucléaire qui est maintenue. Ça marche à chaque fois. C'est ce qui provoque le plus de peur en Europe. Oui, mais justement, on voit bien quand même que ça reste une grammaire quand même assez structurée. C'est pas du tout, ça part pas dans tous les sens. Alors je laisse de côté les déclarations intempestives de Medvedev, mais sur le fond, là-dessus c'est assez clair. Donc il faut effectivement, là où c'est effectivement, il faut montrer qu'on n'est pas faible. Ça c'est vrai, c'est le problème. Et parce qu'il joue sur les divisions, sur les faiblesses, et notamment, on le voit avec la campagne européenne, qui va sûrement faire l'objet d'interventions, d'attaques de cyber et autres, clairement, et puis d'ingérence. Dans les derniers jours, vous pensez ? Parce que là, il reste... ça a déjà commencé. Il y en a déjà eu. Ça a déjà commencé. Oui. On peut l'imaginer, allez-y. Peut-être brièvement quelques petites choses sur l'interview de Nicolas Sarkozy. Je pense que si les gens réagissent moins, c'est aussi parce que je pense aussi que beaucoup de gens n'ont pas forcément grand-chose à faire de ce que peut penser la voix de Nicolas Sarkozy porte moins qu'avant. M. Sarkozy avait comme ministre Thierry Mariani, Nadine Morano, Brice Hortefeux, qui sont quand même des figures très importantes du discours russe en France. Que la présidence Sarkozy, c'est la guerre en Géorgie,
où on a vu ce qu'était donc M. Sarkozy quand il négocie fermement. Résultat, la Géorgie perd 20% de son territoire. Et la Russie n'a pas l'air spécialement impressionnée par les rodomontades françaises à l'époque. Alors même qu'à l'époque, rappelons-le, en 2008, on est avant les réformes Serdyukov, l'armée russe est encore plus faible qu'aujourd'hui, beaucoup plus faible, et complètement dépassée. Elle n'a pas entamé sa modernisation de forme, ni sa modernisation capacitaire. Donc l'Europe a plié, la France de Nicolas Sarkozy a plié face à un Poutine qui était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. C'est aussi M. Sarkozy qui a accepté de vendre des navires de guerre à la Russie, contrat qui a ensuite été annulé par le président Hollande. Donc, bon, ce que M. Sarkozy peut penser de la Russie, surtout quand on parle du pays de Tolstoï, où c'est quand même... Ok, on a bien entendu le sens de la critique contre Nicolas Sarkozy, mais ce discours-là, c'est pas le seul à le tenir, en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Le discours qu'on dit, c'est-à-dire attention, l'escalade, faut pas aller trop loin avec Poutine, etc., etc. Bien sûr, mais à force de franchir des lignes rouges, cette guerre, c'est devenu une course de haie, si vous voulez. Enfin, j'ai envie de dire, il y avait déjà des lignes rouges quand on a dit qu'on enverrait des munitions aux Ukrainiens, il y a eu des lignes rouges quand on a dit qu'on enverrait des chars, il y a eu des lignes rouges quand on a dit qu'on enverrait des avions, de la défense antiaérienne. Bon, en fait, Poutine a l'air de faire un peu ce que le président Obama avait pu faire en Syrie, si vous voulez. On avait dit, oui, l'usage d'armes chimiques, ce sera une ligne rouge. Bon, on n'a pas tenu, parce qu'en fait, on n'avait pas forcément les moyens ni l'envie à ce moment-là de s'engager dans un conflit. Là, en l'état, l'armée russe est engluée en Ukraine, elle est bien occupée, j'ai envie de dire. Est-ce que le président Poutine a vraiment... Comme vous le disiez, il n'est pas fou, il a une rationalité qui lui était propre, il n'a pas forcément envie d'ouvrir un autre conflit, où là, ce ne serait pas les rogatons de l'OTAN qu'on donne à l'Ukraine, mais là, ce serait l'OTAN elle-même, en fait. D'accord. Dernier thème, chapitre intéressant aussi, faut-il envoyer des instructeurs militaires en Ukraine? On en parle tout de suite avec Tam Tranui, qui doit être présente. Et ben là, voilà. Bonsoir, Tam. Bienvenue. Bonsoir, Thomas. Bienvenue à vous. Emmanuel Macron, là aussi, veut envoyer ses instructeurs militaires en Ukraine. Et on a l'impression que c'est quasiment fait. D'ailleurs, lundi, sur Telegram, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrski, a d'ailleurs partagé un communiqué où l'on pouvait lire « J'ai déjà signé les documents qui permettront aux premiers instructeurs français de se rendre prochainement dans nos centres de formation et de se familiariser avec notre infrastructure et nos personnels. » Sauf que c'était un peu prématuré. Voilà, rétropédalage immédiat du ministère de la Défense ukrainien qui dit que les discussions, elles sont toujours en cours, et cela depuis le 26 février. Le 26 février, date fameuse à laquelle Emmanuel Macron avait dit que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'était pas exclu. Le même Emmanuel Macron qui, questionné cette semaine sur le sujet des instructeurs, n'a pas voulu en dire plus. Regardez. Nous avons un cadre précis d'action. C'est soutenir l'Ukraine, faire tout ce qui est nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Je me suis déjà exprimé à plusieurs égards. Et j'aurai l'occasion, lorsque le président Zelensky se rendra en France à l'occasion donc du D-Day la semaine prochaine, de le recevoir, et à ce moment-là de m'exprimer très précisément pour annoncer ce que nous allons faire. Voilà, on l'entend à la fois. Pas de démenti sur la venue des instructeurs, mais le président de la République n'a pas voulu non plus faire une nouvelle sortie qui aurait pu être jugée intempestive et non coordonnée avec ses homologues. Cela aurait été sans doute très mal vu alors qu'il était en voyage d'État en Allemagne. Que sait-on de ce probable envoi d'instructeurs en Ukraine? Bien, on sait qu'il est question d'opérer en plusieurs temps avec tout d'abord, premièrement, l'envoi de quelques dizaines de spécialistes français pour identifier les besoins. Deuxièmement, constitution d'une mission de quelques centaines de militaires toujours français, et notamment, par exemple, pour entraîner les démineurs. Et puis enfin, il y a la possibilité de constituer une coalition d'instructeurs européens. Par exemple, on sait qu'il y a un certain nombre de pays qui sont prêts à y aller, comme la Lituanie. Le 20 mai, voilà ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères lituanien. C'était chez nos confrères de LCI. La Lituanie est prête à rejoindre une coalition menée, par exemple, par la France, qui ferait la formation des soldats en Ukraine. Mais ce n'est pas la première fois que des instructeurs européens formeraient des soldats ukrainiens. Et non, effectivement, depuis l'automne 2022, une mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine a été lancée. Ce programme a déjà permis de former 52 000 militaires ukrainiens dans 24 pays de l'Union européenne, auxquels il faut rajouter en plus la Norvège.
Pour prendre un exemple, la France a formé 12 000 militaires, principalement dans l'Hexagone et en Pologne. On parle de formation tactique, de mise en œuvre et de maintenance de matériel, de déminage et même tout récemment d'une formation de pilotes. C'est très embryonnaire, seulement une dizaine de pilotes ukrainiens ont été concernés. Ils ne seront pas prêts avant fin 2024. L'objectif, en tout cas, en formant directement en Ukraine, c'est d'être plus efficace. C'est aussi d'éviter de dégarnir trop longtemps les lignes de front à l'heure où le pays manque d'effectifs pour combattre. Merci beaucoup, Tamala Lazareva. Je me tourne vers vous. L'armée ukrainienne, elle a tellement besoin d'instructeurs occidentaux ? Je pense qu'il en a besoin parce qu'il a l'arme occidentale, donc pour l'arme, il faut les instructeurs pour mieux l'utiliser. Après, je pense que pour les déminages, c'est pareil, parce qu'il y a les territoires minés, on a beaucoup de fermiers qui déminent eux-mêmes leurs champs et qui malheureusement se font tuer, quoi, comme ça. Il y en a plusieurs cas, nous avons écrit par exemple là-dessus un article. Donc effectivement, on a besoin d'aide, oui, ça c'est vrai. Et de suite, je pense que c'est logique aussi de constituer, comme a proposé le président lituanien, donc une certaine coalition de plusieurs pays pour que la France ne sera pas toujours montrée de doigts. Elle ne soit pas toute seule, elle ne soit pas forcément ciblée par la Russie. C'est stratégique ou pas, Léo Peria-Peigné, cette histoire d'instructeur ? Alors là, je pense qu'il faut dissocier deux choses. Au niveau opérationnel, je pense que le gain en l'état, il est limité. Il est très limité, c'est pas quelques instructeurs qui vont changer la donne. Maintenant, au niveau symbolique, c'est très fort. Je suis tout à fait d'accord, c'est une implication dans le conflit, c'est une implication territoriale qui est importante. Maintenant, je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une étape, au sens où on va probablement envoyer du monde, on va essayer de rassembler autour de nous une potentielle coalition européenne, et ensuite, puisqu'on aura du monde sur place, on pourra envisager d'autres étapes qui sont vraiment pas du tout envoyer nos soldats dans les tranchées, mais simplement on a des hommes sur place, on a des hommes sur place sur les infrastructures, on va pouvoir essayer de les défendre avec nos défenses antiaériennes. On va pouvoir proposer à l'Ukraine, c'est une idée, c'est vraiment une projection, de procéder à contribuer à la défense de l'Est de l'Ukraine. L'Ouest de l'Ukraine, pardon. Voilà, c'est une étape petit à petit qui va permettre, je pense, de soulager le fardeau ukrainien et leur permettre de se concentrer sur les tâches de combat pour lesquelles ils sont encore aujourd'hui les seuls pertinents et peut-être les mieux expérimentés. David Grigoleros, la limite, elle peut être ténue, quoi. C'est l'instructeur qu'elle y forme, et puis à un moment, peut-être qu'on a besoin de lui aussi pour que le système d'armes soit vraiment efficace. Ça veut dire quoi ? Il reste sur le terrain, et c'est presque lui qui appuie sur le bouton. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est clair qu'il y a une ambiguïté qui n'est pas levée, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de langage qui permettent effectivement de couvrir des choses compliquées. Alors l'argumentaire qui est justement des éléments de langage, c'est de dire que la formation in situ permettrait d'économiser les allers-retours justement de soldats à l'étranger pour leur formation avant de revenir, que ça dégarnirait le front, ce qui était évoqué dans le reportage. Mais c'est pas la seule raison, évidemment, parce que de toute façon, les instructeurs, la question est posée de savoir s'il n'y a pas déjà un certain nombre de personnel, tout simplement parce que les systèmes d'armes qui sont fournis demandent une expertise dont ne disposent pas forcément toujours les Ukrainiens. De remise à niveau, etc. C'est pas du tout un engagement, mais évidemment, il y a un soutien. C'est vrai des canons César français, par exemple ? Plus compliqué que ça. Oui. Plus complexe comme système. C'est pas le système le plus complexe. Non, c'est son avantage. Quand je dis système complexe, c'est notamment d'armes à longue portée, par exemple, des choses comme ça. Parce que là, ça demande effectivement une expertise dont disposent pas actuellement, enfin en termes humains, dont disposent pas les Ukrainiens. Et donc, ça soulève des questions. Et effectivement, ça souligne aussi le risque de franchissement de paliers, comme vous évoquiez tout à l'heure, supplémentaires. Dernier mot. Un exemple très clair là-dessus, c'est les deux HIMARS qui ont été endommagés récemment, donc les deux lance-roquettes longue portée fournis par les Américains, vont être réparés, ils ont dû être envoyés aux États-Unis. Rien que ça, c'est quand même une perte de temps assez considérable. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle à Lazareva, le titre de votre hebdomadaire, c'est Ukrainsky Tisden. Voilà, on peut le suivre avec mon pauvre accent, excusez-moi. Et Léo Peria-Peigné, votre livre à apparaître donc dans 2 semaines, géopolitique de l'armement, aux éditions du Cavalier Bleu. Merci encore à toutes et à tous et à bientôt sur Public Sénat.